Bonjour à tous, merci d'être avec nous encore aujourd'hui pour cette dernière journée de la masterclass. Elle nous réserve encore quelques grands temps forts. Et cette année aussi, nous recevons Nourdine Cherkaoui. Pourquoi cette année est aussi un temps fort? C'est parce qu'en 2022, c'est une année présidentielle. Voilà, on a les élections présidentielles. Donc nous pouvions difficilement ne pas aborder quand même ce sujet. La campagne ne bat pas encore son plein, mais elle a quand même commencé. Elle nourrit l'actualité avec des débats, des primaires, des alliances. Donc là, on est dans le début de la stratégie de communication. Et puis, on va voir un petit peu les envolées médiatiques incessamment sous peu. Aujourd'hui, nous recevons donc Nourdine. Bonjour. De chez Havas Paris et qui est en charge particulièrement de l'offre Havas Coaching. Alors, merci d'avoir accepté de nous partager ton expérience et notamment d'un point de vue politique. Je sais que chaque fois, tu es un fidèle de la masterclass. Tu réponds toujours présent et avec beaucoup d'enthousiasme. Alors, aujourd'hui, tu vas nous apprendre à ne plus regarder les élections présidentielles de la même manière. Alors, pour commencer, tu nous disais dans nos échanges préparatoires que la mère de toutes les élections, c'est la présidentielle en France. Est-ce que tu peux un petit peu nous expliquer tout ça? Alors, bon, d'abord, bonjour à tous et à toutes. Pourquoi c'est la mère de toutes les batailles? L'élection présidentielle, c'est tout simplement parce que ça a été voulu dès le départ, en 1962. Le général de Gaulle a changé la Constitution pour que les Français puissent élire directement le président de la République. Et donc, en fond, c'est la pierre d'achoppement de toutes les institutions de la Ve. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, avec la modification qu'a fait Jacques Chirac pendant son mandat, c'est de passer du septennat au quinquennat, il a ajusté l'élection législative à l'élection présidentielle, adossée. Et donc, au fond, l'élection législative est passée d'une manière comme une élection mineure, une chambre d'enregistrement des choix des Français par rapport à la présidentielle. Donc ça, c'était le premier point. Deuxième point, ça ne vous a pas échappé à personne, c'est l'élection la plus médiatisée. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ça intéresse les spécialistes, les experts, les étudiants en communication et pas encore le tout public, mais il suffit de zapper sur les chaînes d'information, il y a un sujet, voire deux ou trois, un ou deux débats par jour concernant la présidentielle. Et puis, c'est une élection qui est suivie par les Français. C'est-à-dire qu'il y a un indicateur qui est très intéressant, c'est l'indicateur de l'abstention. En 2017, l'abstention était de 21%. Un Français sur 5. Les régionales, c'est 66% d'abstention. Alors, il y a deux élections, pour être honnête et complet, qui suscitent l'adhésion. C'est bien sûr la présidentielle, mais aussi les municipales. Les autres élections ont beaucoup plus de difficultés dans la durée à maintenir une attention et un engagement des gens. La mobilisation n'est pas la même. Pas la même. Il y a l'élection européenne qui est un peu particulière parce qu'au fond, tout le monde parle d'Europe et tout le monde vote national. Donc au fond, c'est aussi souvent un défouloir. Et donc du coup, le taux d'abstention n'est pas si élevé que ça. Donc tu disais aussi que chaque élection présidentielle, eh bien, en fait, c'est une surprise. C'est une surprise pour une raison simple, c'est que tous les pronostics à 6 ou 9 mois se révèlent faux. Alors, on ne va pas faire beaucoup d'histoire, mais comme nous sommes dans une école, on va parler non pas simplement d'actualité, mais aussi de tendance. Je reviendrai sur l'élection d'aujourd'hui, enfin, que nous allons vivre, mais prenons l'élection de 2017. La surprise a été double. D'abord, un candidat champignon, Emmanuel Macron, sans parti, qui émerge sur le paysage, qui profite d'une situation inédite, un président sortant qui ne se représente pas, et deux partis qui s'atomisent avec les primaires. Pour une raison simple, c'est que la classe politique française a mal compris l'utilité des primaires. Les primaires ne sont pas là simplement pour sélectionner, elles sont là aussi pour créer un ralliement. Et donc, quand vous voyez les primaires américaines, elles sont sur un temps long et permettent aux candidats de décrocher au fur et à mesure et d'apporter leur soutien à un candidat. Là, nous avons vu
des débats de foire d'empoigne, que ce soit à droite comme à gauche, qui ont provoqué, bien sûr, des inimitiés qui étaient très difficiles à surmonter. Alors ça, c'est la mécanique des primaires. Et puis, les pronostics, rappelez-vous, Juppé était considéré comme étant le candidat de la droite qui allait gagner. Sarkozy était le chouchou des militants. Il est éliminé dès le premier tour. Juppé était éliminé par Fillon. Et Fillon n'arrive pas à dépasser le système des primaires puisqu'il est pris par la tourmente des affaires. Et puis si on voit à gauche, vous avez un candidat qui est dans la filiation d'Hollande, qui est Emmanuel Valls, qui ne s'est pas préparé parce qu'il pensait que il n'a pas eu le temps de se préparer parce que ça a été quand même une surprise pour tout le monde, le renoncement d'Hollande, et qui se fait raboter dans la primaire par la gauche, c'est-à-dire par Benoît Hamon. Donc vous voyez bien que cette élection a eu plusieurs surprises. Si on remonte juste un peu avant, 2012, si les étudiants regardent les archives de l'INA, l'Institut national de l'audiovisuel, ils verront que on mettait en avant Dominique Strauss-Kahn. Vous savez très bien comment ça s'est terminé avec des menottes à New York. Et donc, en fait, un candidat improbable qui était François Hollande devient le candidat de la gauche. Avec un slogan « Le changement, c'est maintenant », il va quand même être au premier tour en tête par rapport au président sortant, Nicolas Sarkozy. Donc, c'est aussi une surprise. Et il va profiter d'un slogan qui n'est pas de lui, mais qui est de Mélenchon, c'est le dégagisme, et qui va éliminer Sarkozy. Si on remonte, et je vais faire trois élections précédentes à celle de 2012, si on remonte à 2007, là aussi surprise, la surprise c'est d'avoir deux candidats qui ne sont pas sortants, qui n'ont pas de bilan, on en parlera un peu plus loin de bilan. Nicolas Sarkozy n'est pas Premier ministre, ancien Premier ministre, Ségolène Royal non plus. Ils ont une expérience locale, nationale, l'un et l'autre, mais on ne peut pas leur attribuer un bilan, sauf peut-être à Nicolas Sarkozy sur la question de la sécurité. C'est une élection qui, jusqu'au dernier moment, va être avec des surprises, puisque François Bayrou va arriver à 18% et est considéré comme le troisième homme, voire peut-être le finaliste jusqu'au dernier moment. Bon, pour ceux qui s'intéressent à l'histoire de la politique, bien sûr 2002, c'est le grand choc. Jospin a été donné gagnant, il sera en troisième position, Chirac finira à 82%, et ça s'est joué à très peu de choses. En fait, souvent ça se joue à très peu de choses. Chirac, même président sortant, il fait 19%, ce qui est l'étiage dans toutes ces élections. Jean-Marie Le Pen fait 19, dire 88, et Jospin fait 19, 20 à peu près. Donc vous voyez, c'est à très peu de choses. Il n'y aurait pas eu de candidat Taubira ou de candidat Chevènement, il passait devant. Et à ce moment-là, il aurait bénéficié d'une dynamique qui aurait dépassé Jacques Chirac. Et puis, dernier exemple que je donne, c'est l'exemple de 95. Non pas parce que c'était une campagne où on mangeait des pommes, mais tout simplement parce que les pronostics donnaient un combat entre Balladur et Delors. Ça ne sera ni Balladur ni Delors, ça sera Chirac et Jospin. Alors. Donc ça, c'est important, effectivement, Nourdine, de poser un petit peu l'historique des élections, puisqu'on voit bien comment elles se renouvellent, et elles se renouvellent aussi médiatiquement, elles se renouvellent dans leur mode opératoire, avec ces primaires qui sont médiatisées aujourd'hui. Exact. Alors, aujourd'hui, on va parler plus spécifiquement des 7 règles, des 7 grandes étapes clés à ne pas rater quand on est candidat à la magistrature suprême. Alors, tu les as décomposées, on va les regarder ensemble. On commence par la toute première, le candidat avant tout. Oui, nous votons pour un homme ou une femme, pas pour un parti. Et ça, c'est évident depuis la césure de la chute du mur de Berlin et la fin des ismes. Au fond, les candidats qui ont su incarner au-delà de leur parti arrivent au second tour. Je vous donne un exemple. Le Parti socialiste, c'était le parti mitterrandien. Le RPR, c'était le parti chiracien. Le Front National, c'était Jean-Marie Le Pen. Aujourd'hui, Marine Le Pen. C'est les Le Pen. Emmanuel Macron,
et En Marche, ça n'existe pas, ce parti. C'était une structure ponctuelle pour gagner l'élection, pour la prise du pouvoir. Mais c'est avant tout Emmanuel Macron. Donc il y a une incarnation ou pas. Et quand les partis n'ont pas d'incarnation, on le voit bien avec l'UMP avant Nicolas Sarkozy, on le voit bien aujourd'hui avec la mouvance socialiste qui se répartit entre les gens qui vont voter Hidalgo, les gens qui vont voter Jadot en étant socialiste et un peu plus écolo, ou plus souverainiste avec Arnaud Montebourg, non m'échapper. Alors, on voit bien que les gens ne votent pas une étiquette, ils vont voter pour une personnalité qui, à un moment donné, est en adéquation ou pas avec les attentes des Français. Et donc on incarne la personne doit incarner un projet, elle représente beaucoup pour les Français, on vote pour un homme. Ou une femme. Ou une femme, voilà. Alors est-ce que demain, on peut imaginer une femme à l'Élysée? Est-ce que les Français sont prêts? Je crois qu'il n'y a rien qui peut empêcher une femme d'arriver à l'Élysée pour une raison simple. D'abord parce qu'il y a une offre féminine aujourd'hui. Il y a bien sûr Marine Le Pen qui est candidate pour la deuxième fois. Il y a Valérie Pécresse au LR. Il y a Madame Hidalgo pour le Parti Socialiste. Donc oui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est pas une exception. Édith Cresson, en son temps, c'était une exception. Et Première ministre, et on l'a oublié. La première candidate à faire le deuxième tour, c'est Ségolène Royal. Et puis peut-être que les Français attendent autre chose qu'un homme, jeune ou moins jeune. Voilà, il peut avoir une approche un peu différente de la politique, une sensibilité différente dans une France qui est troublée, notamment par le Covid, mais aussi par d'autres événements. Et du coup, peut-être aussi, les Français attendent-ils, ou même nos jeunes là, qui sont avec nous aujourd'hui, attendent aussi un peu autre chose. On a toujours des personnalités, un peu entre guillemets des dinosaures qu'on voit régulièrement, et on cherche peut-être à incarner autre chose au travers de nouvelles personnes. Oui, il y a toujours cette aspiration à voir du nouveau. Il ne faut pas oublier que l'expérience joue aussi. Alors, vous avez eu des candidats qui sont transformés en président et qui n'avaient pas une expérience énorme ou très segmentée. Emmanuel Macron ou Nicolas Sarkozy, pour prendre ces deux exemples, ou François Hollande, qui n'avait jamais été ministre avant d'être candidat. Mais ce sont des gens qui connaissent le sérail, pour les trois noms que je vous ai donnés. Alors, ils connaissent le sérail. Certains ont été maires, oui. ont eu des mandatures locales, avec des électeurs qui les ont portés, parce que localement, ils défendaient un projet, une ville. Et puis Emmanuel Macron, finalement, il est arrivé sans avoir... Emmanuel Macron a fait le pari, qui a été un pari gagnant, qu'il n'y avait pas besoin d'avoir un cursus politique pour arriver à la magistrature suprême. C'était osé, et c'est tombé au moment où, comme je le disais tout à l'heure, les formations de gouvernement, dites de gouvernement, oui. Se sont délitées dans leur système de primaire. Mais ce qui joue, c'est avant tout une personnalité. Il incarnait un changement de génération, net, à faire vieillir d'un coup aussi bien les cadets de la gauche que les cadets de la droite, qui prenaient 10 ans dans la vue. C'est aussi savoir incarner une vision. Le slogan qui reprenait les initiales d'Emmanuel Macron, « En marche », c'était une vision d'une France qui repartait, c'est la Startup Nation, c'est tout est possible, etc., etc. Et puis, c'est aussi un programme, on oublie, avec la taxe sur l'habitation, la réforme des retraites, etc. 35 heures, tout ça, voilà. Alors on peut le dire aussi, il y a des candidats qui ont incarné à un moment donné, mais on arrive sur le thème suivant. Voilà. En fait, la seconde règle, c'est le futur, c'est-à-dire on vote pour, comme on l'a dit, pour la suite. Il y a le passé
Mais c'est vraiment ce qui fait vibrer aussi les gens, c'est plutôt ce qui va arriver, l'importance du bilan, mais c'est surtout le nouveau projet qui va être porté. Exactement. Quand nous disons on vote pas pour le passé mais pour le futur, c'est-à-dire que vous êtes élu, vous avez été élu précédemment sur un projet qui doit être accompli, c'est-à-dire qu'un mauvais bilan handicape largement un candidat pour un renouvellement, mais c'est avant tout le projet, c'est qu'est-ce que tu me proposes demain. Oui. Et d'ailleurs, on le voit bien dans le débat entre François Hollande et Nicolas Sarkozy. François Hollande, de manière assez fine, lui dit, écoutez, vous allez pouvoir parler de votre bilan, moi je vais parler de mon projet. Et du coup, il enferme Nicolas Sarkozy dans une justification de son projet. Oui, donc ça, c'est important, effectivement, dans les intentions aussi de vote. Alors, il y a une troisième règle. Je voulais rajouter quelque chose. Oui, je voulais rajouter quelque chose. Nous allons, cette année, avoir, à la différence de l'année dernière, des candidats qui sont sans bilan, en dehors, bien sûr, du président sortant. Donc, ils ont tout intérêt à développer leur programme et leur vision, plutôt que d'essayer de capter un historique. Je vais prendre de droite à gauche. Marine Le Pen a intérêt à avoir un projet qui tient la route, parce qu'elle doit faire oublier son débat calamiteux. Pour le citer, Zemmour est sur un projet de civilisation, comme il dit. Vous avez bien vu que les candidats de droite qui ne sont pas encore sélectionnés avant le 4 décembre ne font pas état forcément que de leur bilan en Hauts-de-France ou en région parisienne, en Île-de-France, mais ils sont tout de suite sur un projet contre projet. Ouais. Et c'est pareil de l'autre côté, à gauche. Alors effectivement, les projets, hein, c'est clé, l'idée, et puis qu'on oppose souvent l'idéologie. Donc on fait un petit peu la différence. Tu nous éclaires un peu sur l'idée versus l'idéologie. Tout à l'heure, je le disais, 89 a marqué la fin des ismes, c'est-à-dire la chute du mur de Berlin, le côté manichéen, gauche-droite. Nous sommes les bons, il y a les méchants de l'autre côté, etc., etc. Je vous rappelle qu'il y avait, en 81, à l'arrivée de François Mitterrand, des affiches avec des tanks sur les Champs-Élysées en disant « les soviétiques sont là ». Bon, ça, c'est quelque chose qui ne pourrait plus se voir. Quand je dis qu'on se vote pour une idée et pas pour une idéologie, on ne vote même pas pour un programme, on vote pour une proposition ou deux dans le programme qui sont saillantes. Travailler plus pour gagner plus, ça a été la marque de fabrique de Nicolas Sarkozy. Là, je parlais de la taxe d'habitation, l'exonération de la taxe d'habitation a été une des mesures récurrentes du discours du candidat Macron. François Hollande, ça a été bien sûr le mariage pour les homosexuels. Voilà. Donc, c'est fini les 110 propositions. Bien sûr, il faut avoir un catalogue complet de propositions pour que tout le monde s'y retrouve, que les agriculteurs aient une mesure, que les artisans aient une mesure, etc., etc. Mais cette mesure doit vous amener à un constat commun et une vision commune. On disait souvent que De Gaulle parlait à la France et Mitterrand... pardon, excusez-moi. De Gaulle parlait à la France et Pompidou parlait aux Français. Aujourd'hui, on parle aux Français pour leur parler aussi de la France. Et on a inversé le schéma. Parce que tout le monde est focalisé, tout le monde est devenu monomaniaque sur ses propres sujets. Et donc, il faut bien sûr balayer tout, mais il faut donner une vision globale. Oui, donc c'est important de porter une idée auquel les gens vont pouvoir se transposer et voir l'avenir. Finalement, ça rejoint ce qu'on dit. Par exemple, je ne sais pas si les étudiants s'en rappellent, si on pose la question de Fillon, quelle est la mesure phare de son programme? C'était la suppression de 400 000 fonctionnaires d'État. Voilà. Ça se résume au bout du bout à une mesure. Jospin, c'est beaucoup plus ancien, c'était les 35 heures. Donc du coup, un candidat, il va incarner des valeurs. L'incarnation, c'est aussi une étape clé dans le schéma. Oui, parce qu'un président de la République, d'abord, c'est le premier des Français et c'est le représentant à l'extérieur de la France. Donc là aussi, il faut incarner la France. Et d'ailleurs, vous le voyez bien dans pas mal
de slogan de campagne, le mot France réapparaît accolé au nom du candidat. Il n'y a qu'un seul candidat qui n'a pas compris la question de l'incarnation, c'était Valéry Giscard d'Estaing en 81, il était président sortant, il a fait un slogan, il faut un président à la France. Ben oui, mais tu es président. Voilà. Voilà. Donc là, à mon avis, Valéry Giscard d'Estaing doit maudire le communicant qui lui a donné ce slogan idiot et mortifère. Donc, bien sûr, vous avez en tête la France en marche. Ensemble, la France, c'était le deuxième slogan du deuxième tour d'Emmanuel Macron. Si on prend celui de Marine Le Pen pour l'élection précédente, c'était la voix du peuple et puis choisir la France. Donc vous voyez bien qu'à chaque fois, il y a une dimension d'incarnation, de sacralisation qui se pose à un moment donné dans la campagne. Et ça permet, au-delà des différences, du fait que c'est peut-être pas mon candidat du premier tour, mais peut-être d'aller voter pour cette personne parce qu'elle incarne ce que je peux, la France pour laquelle j'imagine une projection. Et donc cette incarnation, tu disais, il fallait qu'elle soit aussi personnalisée à outrance. Est-ce qu'il faut être vraiment partout, être dans tous les débats à la télé, à la radio, faire des unes de presse ou négocier voilà, des pages dans des journaux, Hanouna, voilà, parce qu'il y a aussi peut-être aujourd'hui un mode opératoire un peu différent. En tout cas, avec la multiplication des canaux, voilà, il y a fragmentation de l'auditoire et de l'attention. Donc bien sûr, il faut aller partout. Hanouna va présenter au mois de janvier une émission qui est destinée à son public. J'attire votre attention, c'est 10 millions de téléspectateurs chaque semaine, donc des gens qui ne regardent pas les informations. Évidemment, il faudra que les candidats aillent à cette émission, même s'il y a un risque de dérapage ou d'incompréhension ou de déconnexion de certains candidats. Il faut qu'ils soient quand même bien préparés, bien coachés là-dessus. Moi, je voudrais vous donner un exemple d'un candidat qui a été polymorphe. C'est François Mitterrand. François Mitterrand a été candidat plusieurs fois dans sa carrière et chaque fois il a incarné quelque chose de différent. En 65, il était jeune, il avait face à lui Charles de Gaulle, il faut un jeune président pour une France moderne. Ça collait à l'image qu'il voulait se donner. En 74, il devait montrer qu'il n'était pas sectaire, donc il était un président pour tous les Français. En 81, où il était arrivé, on sentait une vague arriver. Il ne fallait pas que la vague soit fracassée, et donc ça a été la force tranquille. Et en 88, c'était la France unie face aux Chiraciens qui étaient au pouvoir dans la cohabitation, lors de la première cohabitation. Donc vous voyez bien qu'au fil du temps, l'incarnation peut être différente. Alors, il y a une cinquième idée. Entre le premier tour et le deuxième tour, la stratégie de l'électeur, elle est très différente. Oui. Au premier tour, nous choisissons. Au deuxième tour, nous éliminons. Pour une raison simple, c'est que vous avez entre 10 et 14 candidats à la présidentielle. Dans les élections où il y a le maximum de candidats, il n'y a plus que 2 qui sont retenus. Donc, vous avez des chances, ou la malchance, d'avoir un candidat qui n'est pas retenu au premier tour. Vous allez vous déporter sur celui qui est le plus proche de vos idées, ou vous allez aller s'opposer à celui qui vous paraît le plus dangereux. C'est comme ça que Chirac, qui ne fait que 19% au premier tour de 2002, fait 82% face à Jean-Marie Le Pen. Alors, ce n'était pas un vote d'adhésion à Chirac, c'est un vote en contre à Jean-Marie Le Pen. Oui. Alors ça, c'était le premier point. Le premier tour, il y a un exemple de campagne ratée, c'est la campagne de Jospin en 2002. Il fait une campagne de deuxième tour dès le premier tour. Présider autrement. Et, entre vous et moi, on s'en moque. Dites-moi que vous m'aimez. Quand Jospin dit j'ai le désir d'être président de la République, Chirac dit j'ai la passion des Français. Voilà. Et donc ça joue là-dessus. C'est-à-dire que quelque part, il ne faut pas se tromper d'élection. Le premier tour, vous rassemblez votre camp. Au deuxième tour, vous élargissez le potentiel de gens qui peuvent vous rallier et vous soutenir.
On en oublierait presque le projet, alors, du coup. Ben, le projet évolue, d'ailleurs. Voilà. Souvent, il y a le mot « ensemble » qui se rajoute. La France unie, ensemble. La France en grand, la France ensemble. Voilà, avec tout le monde. Donc, parce qu'il faut aller au-delà de son camp. Du coup, être très clivant pose problème. C'est-à-dire que vous n'avez plus de réserve de voix. Certains candidats devraient y penser cette fois-ci. Alors, il y a une 6e idée, c'est trouver le point d'équilibre entre l'incarnation à l'international et bien évidemment la présence nationale. Alors, tous les candidats ont un plan de charge, de présence, de meeting, on le disait, de passage dans des émissions, dès le début et même pour certains, on le voit aujourd'hui, avant même d'annoncer leur candidature. Par contre, comme la fonction présidentielle est aussi une fonction de représentation, comme on vient de le dire il y a quelques instants, à l'extérieur, il y a des candidats qui n'ont pas d'expérience du gouvernement. Ils sont forcés, ou d'expérience à l'international, ils sont forcés d'aller chercher ce que j'appellerais un alibi. C'est Nicolas Sarkozy qui va chercher une rencontre avec George Bush. C'est Marine Le Pen qui va chez Poutine. C'est Ségolène Royal qu'on retrouve sur la muraille de Chine, etc., etc., etc. Ça, c'est ce que je dirais les postures extrêmes. Mais c'est le fait de faire venir dans un meeting des partenaires européens, de partis frères. C'est le fait d'aller à Berlin ou à Londres ou à Madrid ou à Rome pour montrer qu'on a une aura qui dépasse l'Hexagone. Ça, c'est très important. Parce qu'au bout du bout, vous aurez, dans les premières semaines après le deuxième tour, un congrès, un sommet G7, ou G20 maintenant, une COP ou une présidence, dans le cas c'est la présidence européenne, il faudra incarner. Qui va incarner l'Europe et la France après l'élection présidentielle? Il y a des gens qui n'ont pas l'étoffe, qui n'ont pas le costume. Comme on dit, ils ne font pas le costard. Ouais. Et ça les pénalise. Alors avant de faire venir Julie qui va poser les questions de nos étudiants, on va parler de la 7e idée en fait qui est l'entre-deux tours, qui est important. Rien n'est gagné tant que l'élection n'est pas finie. On sait aussi qu'un Français sur 3 ne sait pas toujours pour qui voter. Donc voilà, on a... Ne sait pas pour qui voter en allant à l'isoloir. En plus. Voilà. Donc ça veut dire que jusqu'au dernier moment, il faut faire campagne. Alors bien sûr, la loi interdit la veille de faire campagne. Ça n'a jamais empêché les formations politiques, autrefois, de passer par les médias belges le soir, voilà, ou la Tribune de Genève, pour faire passer les derniers sondages, et aujourd'hui avec l'Internet. Il n'empêche que une campagne, c'est aussi une dynamique de campagne. C'est-à-dire que vous montrez jusqu'au dernier moment que vous êtes celui qui a le plus faim du poste. Vous avez envie de ce poste, quitte à ne pas se raser, comme dirait un ancien candidat. Et donc ça, c'est important parce que la consolidation, la sédimentation merci, de l'électorat se fait aussi dans les 72 heures avant le vote. D'où l'importance et la course-poursuite des derniers meetings de campagne, qui sont une démonstration de force pour montrer que le candidat est soutenu, ou la candidate est soutenue par ses militants, par ses adhérents, par ses supporters et ses fans. Alors aujourd'hui, il y a un phénomène que l'on voit aussi dans les débats. On a ce qu'on appelle les fact-checkers, ces journalistes qui vérifient en temps réel les informations. Ça oblige aussi tous les candidats à la magistrature suprême, être président de la République, de faire très attention aussi, de bien connaître ces dossiers, de bien connaître les chiffres, parce que rien ne va échapper. Alors, il y a deux choses qui ont évolué. D'abord, avec l'Internet, il n'y a plus le droit à l'oubli, à l'erreur, pour les candidats. Aujourd'hui, les carrières sur 30 ans peuvent montrer des scolioses idéologiques. C'est plus possible. Voilà.
Et je vous ai donné des références aux étudiants en voyant les images à l'INA, mais vous pouvez aller sur YouTube, etc. etc. Deuxièmement, le métier de journaliste, percuté par l'importance des réseaux sociaux, a fait que, dans un premier temps, les journalistes ont commencé à devoir vérifier les informations qui allaient dans les réseaux sociaux. Nous l'avons vu avec la campagne de Donald Trump, les réseaux sociaux ont eu une importance énorme. Et donc, les journalistes de la presse traditionnelle ont commencé à analyser ce qui se passe sur la toile. Et du coup, la suite logique, c'est d'analyser aussi en temps réel, puisqu'ils le font pour la toile, les candidats. Ça veut dire qu'aujourd'hui, les programmes vont être épluchés. Alors, est-ce qu'on vote pour un programme? Pas forcément. D'ailleurs, vous voyez bien qu'il y a des échappées de certains candidats qui disent, attendez, le sujet, c'est pas d'être élu Premier ministre, mais élu président de la République. Parce que, voilà, ils n'ont pas forcément un programme au-delà du programme identitaire, pour ne pas citer M. Zemmour. Et dans l'entre-deux tours, on a vu aussi arriver, lors de la dernière élection présidentielle, des grands rassemblements qui montrent un peu la force, essayer de dire, on a eu le Trocadéro, on a eu la Concorde, on a eu l'hologramme de Mélenchon. Enfin, il y a quand même derrière, voilà, une intention de dire, j'ai la masse avec moi, j'ai la force. Alors, je vais vous décevoir, mais là, j'enlève ma casquette de communicant et je remets une casquette d'ancien activiste politique, on va dire, militant, ou apparatchik politique. Il m'est arrivé d'organiser des meetings où il y avait 100 000 personnes. C'est quand même pas mal. Ça ne nous a pas fait gagner les élections pour autant en 88. Souvent, les meetings, c'est un prétexte. C'est un prétexte à faire passer des images, à faire passer une sensation, à faire passer une partie de programme. Et c'est un public captif. C'est un public conquis. Ouais. Ça n'apporte pas une voix de plus. Alors, je vais décevoir tous les gens qui écoutent. Voilà. Il faut le faire, parce qu'au fond, c'est un événement qui permet aux médias de venir vous chercher et venir chercher de l'information. Mais que vous soyez 400 000, 4 000 ou 400, enfin 400, ça commence à devenir dangereux. On ne peut pas faire de la communication à 400, ça c'est sûr. Mais ça n'a pas grande importance. Et puis, le côté showbiz de l'hologramme, je vais vous dire une chose. Je serai dans un meeting pour mon candidat et je vois un hologramme, je serai un peu déçu parce que je n'aurai pas la proximité, le contact direct avec lui. La vraie incarnation. Alors ça fait showbiz, ça fait bien, ça fait moderne, ça fait jeune, parler. Ça fait jeune, mais ça n'apporte rien. Donc il faut se méfier des mauvaises solutions. Alors du coup, Julie, j'imagine... On a eu pas mal de questions d'étudiants, oui, en effet. Alors Julie, juste avant, pour que ce masterclass et ce débat soient utiles, je pense, aux étudiants, moi j'ai un appel. Mon appel est très simple. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Voilà. Le poids d'une voix, c'est la vôtre. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, votez pour qui vous voulez, mais allez voter. Il ne suffit pas simplement de s'inscrire sur les listes électorales. Mettez-vous dans une posture d'aller décortiquer les programmes, d'aller regarder les émissions, etc. Informez-vous, parce que c'est 5 ans de votre vie qui va être conditionné. Et puis surtout, vous êtes des étudiants vous êtes en communication et vous vous intéressez à la politique, allez au contact des autres étudiants qui ne sont pas forcément aussi politisés, aussi aguerris que vous, pour inciter les gens à aller voter. Je pense que notre démocratie, son pire ennemi, c'est l'abstention. Donc, j'espère que vous avez bien compris le message. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Donc, première question, Seb de Farah. Avez-vous un exemple de communication un exemple de campagne présidentielle, où la communication a véritablement influé sur le vote? En négatif ou en positif? Les deux. En négatif, la campagne la plus calamiteuse de l'histoire de la Ve République, c'est celle de Chaban-Delmas. Il était donné champion, extrêmement favori, mieux qu'un Balladur ou qu'un Nicolas Sarkozy à la belle époque. Hein. Et il s'effondre complètement, il se fait dépasser par Giscard d'Estaing, qu'on n'attendait pas. Vous avez des candidats comme ça, barre à la barre, une communication incompréhensible.
Je donnais l'exemple de Jospin avec la photo de Jospin sur fond bordeaux. Présidé autrement, il n'y avait même pas le nom de Jospin au départ. Et les affiches étaient italiennes, quand la plupart des panneaux en dehors de Paris sont verticaux. Donc en fait, elles étaient coupées. Ouais. Donc on ne voyait même pas la fin du slogan. Ça, c'est bizarre. Donc, 8 ans. Voilà. Donc, il y a des ratés dans toutes les campagnes. Il y a des succès aussi. Il y a des campagnes qui ont marqué. Enfin, la force tranquille, c'est quand même quelque chose qui est resté et qui a été réutilisé. Si Jacques m'écoute, Jacques Séguéla, bien sûr. Plus que la France tranquille, moi, la campagne qui m'a le plus marqué, et à l'époque j'étais opposant à ce président, c'est la génération Mitterrand. C'est-à-dire comment rajeunir Mitterrand en lui faisant adhérer la jeunesse derrière lui. Voilà. Ça, c'était une campagne géniale de Jacques Séguéla. Plus que la France tranquille. La force tranquille. Je pense que celle-là, on s'y attendait pas et on a été ratiboisé. Bon. Après, il y a un élément qui joue, qui conforte une avance ou pas, c'est bien sûr le débat entre les deux tours qu'on n'a pas évoqué. Je vous donne un exemple. Chirac qui a préparé sa sortie en disant « Aujourd'hui, il n'y a pas de président, il n'y a pas de Premier ministre, il y a un candidat Mitterrand, un candidat Chirac. » Et la réplique de Mitterrand « Oui, monsieur le Premier ministre. » Bon, alors là, vous savez, vous avez perdu. Mais je donnais l'exemple tout à l'heure d'Hollande face à Nicolas Sarkozy, mais on pourrait prendre le dernier débat, c'est-à-dire que ce soit Ségolène Royal face à Sarkozy ou que ce soit Marine Le Pen face à Emmanuel Macron, il y a eu un dérapage à un moment donné et le candidat s'est décrédibilisé. Mais elle était en position d'outsider, donc l'écart s'est creusé. Voilà. Très bien. Question suivante, celle de Nora. Pouvez-vous nous dire quelle est selon vous la pire gestion d'élection présidentielle et au contraire la meilleure? Alors, j'ai quasiment répondu à la question avec Chaban. Oui, je vous dirais, c'est la campagne de Jospin. Il avait une très bonne campagne de démolition de Chirac, mais il l'a fait trop tôt. Donc, au fond, le personnage Chirac, qui s'incarnait dans les Guignols, super menteur, il a fait ses anticorps. Donc, quasiment toutes les attaques ricochaient à la fin. Et puis, entre la campagne l'avant-campagne et la pré-campagne du Premier ministre, il y a un moment de paralysie. Quand Jospin dit dans une émission naïvement je ne suis plus maître de ma campagne, c'est-à-dire que c'est son QG de campagne qui gérait la campagne, avec les différentes sensibilités, les courants, les sous-courants, etc., il était paralysé. Voilà. Donc, ce qui se passe dans un QG de campagne indique bien la capacité du leader à emporter une campagne que l'on gagne que l'on doit faire jusqu'au bout et dans de bonnes conditions. D'accord. Question suivante de Justine. Que pensez-vous de la communication de M. Macron avec McFly et Carlito? Alors, on le disait tout à l'heure ensemble, vous êtes obligés d'aller maintenant chercher les électeurs là où ils sont. Enfin, les électeurs potentiels. Tous les programmes sont pensés pour la jeunesse, mais c'est bien la jeunesse qui ne vote pas. Ou en tout cas, elle vote sécurité. Ce qui peut être surprenant, mais si vous regardez bien dans le détail les candidats, je vous donne l'exemple de 95, la campagne a été une campagne chiracienne autour de la jeunesse. On avait rempli Bercy avec 17 000 jeunes, etc. Mais majoritairement, les jeunes n'ont pas voté ni Jospin ni Chirac, mais Jean-Marie Le Pen à l'époque. Donc, pour ceux qui y ont voté. Vous voyez, c'est assez complexe, cette alchimie de campagne. La seule chose qu'on peut se dire, c'est qu'il y a une méthode américaine assez amusante où il y a un calendrier et vous mettez des croix chaque fois que vous avez gagné dans la journée. Vous avez fait le trou, le buzz. Et vous additionnez, si vous êtes majoritaire, en général, vous avez gagné. Donc en fait, ce n'est pas un sprint, c'est une course de fond. À la différence de la désignation
des candidats LR aujourd'hui, où c'est un vrai sprint, parce qu'au fond, il est possible que la désignation se fasse avant le 4 décembre. Et l'urgence face à Zemmour. Très bien. Question suivante de Louis. Comment expliquez-vous que les jeunes soient si peu intéressés par la politique? Ça, c'est une question importante. D'abord, les jeunes, de tout temps, ont eu des engagements. L'engagement, ça peut être dans un parti politique, ça peut être dans un syndicat, ça peut être dans une association, ça peut être dans le cercle familial. Donc, je ne pense pas que les jeunes se désintéressent de la politique en majuscule. Ils se désintéressent de la politique partisane, mécanique, voilà, du jeu politique. Il y a une soif, quand on a 20 ans, d'idéal. Et puis, les jeunes, mais aussi les Français, se mobilisent quand il y a un vrai sujet. Chaque fois qu'il y a eu un référendum sur la Constitution européenne ou sur Maastricht, on a découvert que les Français lisaient, se renseignaient. On était au début de l'Internet. Il y avait des gens qui postaient, qui avaient analysé la Constitution ou les propositions de Maastricht, etc., etc. Et il y avait des gens des professeurs de droit qui avaient vulgarisé le débat, etc., etc. Donc quand il y a enjeu, les Français sont là. Je crois qu'il y a une lassitude parce que ils ne voient pas comment aujourd'hui le politique peut influencer leur quotidien. Et ça pose la question de savoir qu'est-ce que c'est que le politique. Est-ce que ce sont simplement des élus, simplement l'administration? Le politique, c'est aussi l'entreprise. Hein, un patron du boîte du 440 a autant de poids qu'un ministre de l'Emploi dans sa stratégie, dans la réalité des choses. C'est aussi des ONG, c'est aussi des médias. Je veux dire qu'aujourd'hui, vous pouvez vous engager dans une ONG. La seule chose qui me perturbe, pour finir, c'est qu'au fond, ce sont des engagements qui sont des engagements coup de cœur. Vous pouvez très bien, pendant 3 mois, faire de la distribution de repas pour les SDF et passer à autre chose juste après. Donc même les associations ont du mal à maintenir, je dirais, la motivation sur la durée des jeunes. Voilà. Vous êtes une génération coup de cœur, vous vous emballez pour une campagne présidentielle, on peut doubler le nombre de jeunes dans un parti pendant la présidentielle. 6 mois après, vous revenez avec simplement que des cadres. Alors je crois qu'effectivement le débat était très nourri, les échanges intenses et instructifs aussi. Merci beaucoup. Allez voter. Merci beaucoup Nourdine en tout cas pour cet éclairage qui est un rappel aussi historique qui nous permet de comprendre l'évolution aujourd'hui, de voir que on est aussi des votants éclairés, que nos jeunes aussi sont impliqués, on le voit dans les questions, qu'ils se posent encore beaucoup de questions. Donc c'est bien et merci à eux voilà, pour toujours cette pertinence. Si vous voulez, on pourra peut-être faire une... Alors on s'est dit que peut-être, voilà, on avait envisagé tout à l'heure peut-être d'organiser au moment où les élections présidentielles vont s'intensifier, de travailler peut-être un peu sur un débat ou de revenir, Nourdine, avec grand plaisir. Avec plaisir. Donc merci beaucoup. On avait pris un tout petit peu de retard, on vous prie de bien vouloir nous excuser au déparrage. Donc on va rapidement faire venir Aladjiba qui va nous parler du handisport. Je pense aussi une intervention intéressante et passionnante animée par Christelle. À tout de suite, merci beaucoup et merci encore.